Internet à la recherche du juste équilibre entre les libertés et la sécurité. Les technologies ouvrent de larges champs de réflexion depuis la création de l'Internet, depuis une vingtaine d'années. L'Internet nous oblige à repenser tous nos fondamentaux, les fondamentaux sociétaux, institutionnels, économiques et bien sûr le droit. Mais ce que l'on constate, c'est que le droit résiste plutôt bien. Nous avons des réponses. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas toujours à la recherche de nouvelles solutions. Le législateur a apporté des réponses au fil des questions soulevées par l'Internet depuis une vingtaine d'années. Mais parfois il va trop vite. Et je voudrais vous donner un seul exemple. La loi pour la confiance dans l'économie numérique en 2004 a été une loi qui a apporté des réponses sur la répartition des responsabilités entre le fournisseur d'accès, le fournisseur d'hébergement et l'éditeur. C'est-à-dire que tout à coup, alors que nous étions confrontés à toute une série de questions, eh bien, nous avons une réponse. Le fournisseur d'accès avait une irresponsabilité de principe dans la transmission de contenu illicite. Le fournisseur d'hébergement, c'est un régime dérogatoire, il n'est pas responsable du contenu, sauf si on lui a notifié un contenu manifestement illicite, et puis l'éditeur, bien sûr, il est responsable de son contenu. Tout cela paraît très clair. Et puis, à l'instant même où nous avions ce paysage très clair, eh bien, nous avons eu les acteurs du Web 2.0, et là, nous avons vu apparaître les YouTube, les Dailymotion et autres, qui revendiquaient le statut d'hébergeur, là où les ayants droit leur disaient « mais pas du tout, vous êtes des éditeurs, puisque c'est vous qui avez une bannière avec votre nom dessus, c'est vous également qui limitez l'espace octroyé, donc vous avez bien la responsabilité d'un éditeur, comme par exemple un journal ». Donc, à nouveau, des tas de discussions devant les juridictions. C'est dire simplement que la réponse apportée en fonction d'une technologie n'est pas nécessairement pérenne. Alors dans ce contexte d'évolution permanente des technologies, il faut avoir présente à l'esprit deux caractéristiques fondamentales de l'Internet. Une mémoire d'éléphant, rien ne se perd sur Internet, et puis la dimension internationale, c'est-à-dire qu'un préjudice créé peut potentiellement être à l'échelle planétaire, une dimension jamais atteinte et en tous les cas irréparable. Alors, revenons, ces règles posées, à deux questions fondamentales sur Internet. La première, c'est comment on trouve le juste équilibre entre la demande de sécurité, les exigences sécuritaires, et puis la demande de liberté de circulation de l'individu. C'est une revendication que vous avez et qu'a tout internaute. Mais l'internaute, il est schizophrène dans sa démarche. Je vais vous donner un ou deux exemples. Prenez la carte Navigo, dont on a beaucoup parlé quand elle est sortie. La liberté de circulation fait que l'on ne veut pas savoir que vous avez pris le métro à Concorde, que vous êtes sorti au Châtelet et que vous avez fait demi-tour à telle heure. Et dans le même temps, l'internaute voyageur de la RATP agressé se demande comment, avec tous ces outils, on n'est pas capable de retrouver l'agresseur. Et vous avez le même raisonnement avec la vidéoprotection. Vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas que votre voisin sache à quelle heure vous êtes rentré chez vous et avec qui. Et dans le même temps, en cas de cambriolage, vous vous dites mais à quoi servent toutes ces vidéos qu'on a fait installer dans la copropriété, elles ne servent à rien. Et on voit bien que tout cela oscille en permanence et conduit à s'interroger, à chercher la juste limite. Et puis il y a une deuxième question qui est la liberté d'expression, la revendication de s'exprimer librement et le respect de la vie privée. Puis une question, est-ce que nous devons aujourd'hui vivre dans une sorte de dictature de la transparence ?
dont on nous parle à longueur de journée. Le modèle économique des réseaux incite à communiquer le maximum d'informations, va vous inciter à donner le maximum d'informations, des données personnelles vous concernant. Pas seulement les vôtres. Le modèle va consister à recouper vos informations avec celles de votre voisine et de vous poser des questions en disant « un tel a dit que vous étiez dans la même école, est-ce bien le cas ?» Et vous allez répondre oui, et ainsi de suite, et vous allez avoir un profil à un moment donné qui va être tracé, et vous allez avec la même simplicité donner des informations sur vos proches, sur vos amis, et donc cette masse d'informations économiquement, nous le savons, va servir à des fins consuméristes. Ces données conduisent à ces profils que j'évoquais il y a quelques instants, mais peuvent vous poursuivre toute votre vie, ce qui pose la question de savoir comment faire pour enlever ces informations. Alors il y a une première piste qui vient d'être ouverte par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a prévu une faculté de déréférencement. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est cette faculté, cette revendication de certains, de pouvoir réécrire l'histoire, réécrire son histoire, c'est tout. Et les opposants au droit à l'oubli disent attention, est-ce que chacun va réécrire son histoire telle qu'il a envie de l'écrire? Est-ce qu'on va avoir que de belles histoires parfaites, des photos lisses partout? Que va devenir l'histoire avec un grand H? Comment est-ce qu'on va restituer les vraies histoires si chacun peut réécrire l'histoire? Le droit au déréférencement, ce n'est pas la même chose. C'est la faculté d'empêcher le lien sur une information qui reste dans cette méga base de données qui est l'Internet, mais sans pointer dessus. Donc c'est une piste de réflexion et on peut comprendre qu'il y ait un besoin de déréférencer. D'abord parce que on n'est pas la même personne à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'il n'y a pas de raison qu'une contribution à un moment donné vous poursuive toute votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez fait l'imbécile après avoir été reçu au bac que vous allez être toute votre vie professionnelle impactée par la vidéo qui avait été prise à ce moment-là par vos camarades. Donc ça c'est important. Donc l'idée est de savoir si dans cette recherche permanente de liberté d'expression, droit à l'information, respect de la vie privée, comment tout cela s'articule? Comment va se trouver la juste délimitation pour dire je ne veux pas être victime de fausses rumeurs, je ne veux pas... Il y a les informations que vous avez communiquées, et puis il y a celles qui sont véhiculées sur votre compte. Et on se rend compte que sur ce terrain-là, le droit qui agit en dehors de l'Internet pour, par exemple, limiter dans le temps les condamnations. Vous savez que la publication des condamnations est réglementée. Une condamnation peut être effacée au bout d'un certain temps. Ce n'est pas le cas sur Internet. Donc cette inscription perpétuelle, d'une certaine manière, peut devenir très handicapant. Pensez tout simplement au chef d'entreprise qui a été relaxé alors que les médias titrent encore qu'il a fait l'objet d'une garde à vue. Donc sur ce terrain-là, respect de la vie privée, liberté d'expression, la question reste entière. Faut-il protéger le citoyen contre lui-même? Faut-il l'éduquer? Comment lui expliquer que l'espace privé sur Facebook ne se confond pas avec un espace confidentiel? Comment lui expliquer que le modèle des réseaux sociaux exclut la confidentialité, exclut la protection de la vie privée? Comment faire en sorte qu'il arrête de se déshabiller numériquement? Il y a là toute une série de questions
qui sont importantes, mais qui, au final, posent la question de savoir si la notion de vie privée, aujourd'hui, est la même qu'hier.